Rebonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez fait une bonne pause, que vous avez pris le temps de networker un peu avec quelques-uns ou quelques-unes des 1000 participantes à ce forum d'aider. À la conclusion de la plénière, Sébastien Boller appelait à dire que pour qu'on puisse lutter contre la démesure, il fallait sans doute s'inspirer du féminin, raison pour laquelle pour cet atelier sur débloquer le cerveau, nous sommes 4 hommes. Et pardon évidemment pour l'objectif d'égalité femmes-hommes, c'est indépendant de notre volonté, ça s'est fait comme ça, le mea culpa est assumé. Je vais peut-être vous demander de vous présenter succinctement pour ouvrir. Alors Sébastien Boller, on était avec vous. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste du cerveau, que vous avez explosé médiatiquement avec un livre qui s'appelle le bug médiatique et que vous revenez avec un livre qui nous interroge sur où est le sens. Est-ce que vous pouvez nous dire où est le sens alors dans le cerveau ? Alors, si on veut... Si, il marche. Oui. Si on veut localiser le sens dans le cerveau, c'est un peu un abus de langage, mais on a une partie de notre cerveau qui est localisée à l'interface entre les deux hémisphères du cerveau. Il s'appelle le cortex singulaire et qui recherche du signifiant, de la logique, de la cohérence, de l'alignement dans nos existences. Et le malheur, c'est que s'il n'en trouve pas, il commence à tirer la sonnette d'alarme avec des hormones du stress qui nous précipitent encore plus à bras ouverts dans la consommation pour s'oublier et combler le vide. À vos côtés, il y a Christophe Neumann, directeur de la région Grand Est. Alors d'ailleurs, qu'est-ce que le Grand Est ? Parce que tout le monde ne le définit pas de la même manière. Pour Citeo, spécialiste du tri, de la collecte et du recyclage des déchets, mais vous allez le dire mieux que moi. Alors, j'en charge la responsabilité de la région administrative, donc Grand Est, telle que nous la connaissons. À Citeo, nous sommes une entreprise qui a une mission d'intérêt général et nous avons en charge la responsabilité élargie des producteurs. Cela signifie que ce sont 30 000 entreprises qui sont engagées, pour lesquelles nous travaillons sur la réduction de l'impact sur l'environnement de leurs emballages. C'est 800 millions d'euros de financement apportés par les entreprises pour améliorer le dispositif, notamment de collecte et de tri sur le territoire auprès des 900 collectivités locales qui sont sous contrat avec nous afin d'améliorer sans cesse le geste de tri. Aujourd'hui, on recycle 70% des emballages et 57% des papiers. Donc on a encore du travail, mais on est déjà très performant. On a encore du travail, ça veut dire on peut arriver de 57 à 100%, mais vous partiez de très loin. Les Français n'étaient pas quand même le peuple le plus recyclant d'Europe. On a parlé de région Grand Est, on peut comparer les régions, on n'est pas mauvais en région Grand Est. On n'est pas les champions, les champions sont les Bretons. 70% de recyclage, notre objectif c'est 75%. Vous allez me dire c'est que 5% en plus, mais ces 5% sont difficiles à atteindre puisque là maintenant, il faut aller chercher les secteurs où on trie moins, il faut aller sensibiliser et changer le comportement. C'est ça mon métier en fait, c'est d'amener les personnes à faire ce geste de tri et ça demande un travail quotidien et qui se renouvelle chaque année. Et on en a beaucoup parlé cette année avec la pandémie, la question de la responsabilité individuelle et la responsabilité culturelle avec des gens qui sont plus ou moins ordonnés dans leurs habitudes de tri, dans leurs habitudes d'éco-gestes. On va voir effectivement avec vous comment c'est très difficile de faire évoluer une culture, notamment locale. Vous êtes venu avec quelques exemples pour nous montrer qu'il y a des solutions pratiques. Il y a des solutions pratiques. Et à vos côtés, Lionel Joly, directeur de Cifala, qui est une société, si je dis société industrielle de levure, j'ai pas dit grand-chose. Comment est-ce qu'on peut mieux présenter ça ? Ouais, on va être un peu plus sexy. Ouais. Donc, société effectivement dans l'agroalimentaire, spécialiste de tout ce qui tourne autour de la panification, donc la fabrication du pain. Donc, effectivement, fabrication et distribution de levure, de levain ou d'autres améliorants ingrédients, qui appartient au groupe Le Safre et qui distribue toute la partie sur le marché français. Donc une société qui est au service depuis 100 ans maintenant, puisqu'une société qui fête ses 100 ans cette année en 2020, au service de l'ensemble du marché des boulangers, des artisans, donc 29 000 boulangeries à peu près en France aujourd'hui, mais également de toute la partie industrielle. Donc on a quand même 110 aujourd'hui industriels autour de la panification en France. Donc voilà, une société qui est au service de tous ses clients et qui vit aujourd'hui passionnément cette situation de Covid au service de son pays. Voilà.
Alors, juste pour rappeler à titre personnel, vous n'étiez pas un historique de la levure. Comment est-ce que vous êtes retrouvé embarqué dans l'aventure? Alors, pas du tout. Effectivement, moi, j'ai un passé agroalimentaire, mais plutôt dans le chocolat, donc qui était un peu plus sexy. On arrive dans la levure, mais on y vient parce que c'est un produit passionnant qui est sur une économie circulaire. Donc, on prend à la terre, on rend à la terre, et après, c'est une société qui prend tout son sens. La levure, on le voit aujourd'hui dans la complexité, c'est que quand on est dans la difficulté, on se concentre sur les besoins primaires. Et le pain est un vrai besoin primaire, donc on l'a bien vécu et on le vit bien au quotidien. Et ça, c'est passionnant. On va développer, on va parler un peu de pain, même s'il est encore un peu tôt pour déjeuner. Ma tablette est toujours là, donc pour vous toutes et vous tous qui nous suivez, Yvan d'Initiative Durable, relève vos questions, donc n'hésitez pas à les envoyer, n'hésitez pas à faire en sorte qu'elles soient très nombreuses pour comprendre comment est-ce qu'on va débloquer nos cerveaux pour changer. Puisqu'on va parler de cerveau, je vais commencer avec vous, Sébastien. Vous avez entendu dans les exemples qu'on a eu à l'instant qu'il est parfois très, très difficile d'aller à l'encontre de nos habitudes. Qu'est-ce qui se sédimente dans le cerveau qui fait qu'en fait, l'être humain n'est pas, spontanément tourné vers le changement? Bon, il y a des héritages en fait de temps très 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 anciens. C'est-à-dire que l'être humain, on vit aujourd'hui dans nos sociétés modernes, industrialisées, mais on ne se rend pas forcément compte d'où on vient. C'est-à-dire que l'être humain a évolué au fil de millions d'années, d'accord ? Le cerveau aussi s'est constitué sur des échelles de temps de centaines de milliers d'années, de millions d'années. Vous prenez les premiers humains qui arpentaient la savane du Paléolithique, c'est les Homo erectus il y a 2 millions d'années. Et leur but en se levant le matin, c'était de manger pas du pain, mais de partir à la chasse, de s'alimenter. Et c'était la condition absolue de la survie. Et donc notre cerveau a évolué comme ça pour assurer en fait que certains comportements permettant la survie soient systématiquement remplis, systématiquement reproduits jour après jour pendant des millions d'années par les humains qui succédaient à la surface de la Terre. Donc c'est quand même un tour de force. Et on voit comment le cerveau a réussi à relever ce défi. C'est en se dotant de circuits qu'on appelle les circuits de la récompense. Il y a une partie de votre cerveau, enfouie au fond de votre cerveau, qui s'appelle le striatum, qui vous récompense avec du plaisir sous forme d'une molécule qui s'appelle la dopamine, quand vous mangez par exemple, parce que c'est le gage de la survie à court terme pour n'importe quel primate, même avant l'homme c'était comme ça, même si on remonte 300 millions avant dans les premiers océans du précambrien, c'était déjà ça, il fallait manger pour survivre, et à chaque fois qu'un de nos ancêtres arrivait à capturer une proie et à s'en repaître, son striatum le récompensait avec un shoot de dopamine. Donc ça a duré comme ça, ça a duré. Mais pour survivre, il ne faut pas seulement manger. Il faut aussi transmettre ses gènes, parce que sinon la vie, elle s'arrête. Donc là encore, à chaque fois que vous arriviez à transmettre vos gènes, vous aviez de la récompense avec de la dopamine dans votre striatum. Donc ça veut dire à chaque fois que vous aviez des relations sexuelles. Voilà. On commence à avoir poindre un portrait de l'être humain à travers cette dopamine qui est je veux manger, je veux avoir du sexe. Et puis après, il y a d'autres grands comportements qui sont récompensés par la dopamine. Par exemple, le besoin d'être important dans son groupe, d'être un chef, d'avoir du pouvoir. Là encore, ça a été toujours source de plaisir parce que ça a favorisé la transmission de vos gènes. Parce que quand vous êtes important dans votre groupe, vous avez accès à plus de nourriture et plus de partenaires sexuels. Donc, à chaque fois que vous arrivez à grimper en hiérarchie, vous avez là encore un shoot de dopamine. Donc il y a comme ça des comportements de base qui se sont imprimés dans les structures fondamentales, le hardware de notre cerveau. Il y en a deux autres qui sont le besoin de faire le moins d'efforts possible parce que c'est essentiel pour survivre en milieu hostile, ne pas trop avoir de dépenses d'énergie et capter de l'information autour de soi, savoir voir les traces d'animaux, distinguer un prédateur d'une proie, essentiel pour survivre. Donc tout ça, c'est récompensé par de la dopamine. Alors tout ça, ça fait que même quand le monde change, d'un seul coup, comme ça, très rapidement, parce qu'à l'échelle de l'évolution, quelque chose comme l'invention d'Internet, ça se fait dans un claquement de doigts. Quelque chose comme l'invention de l'agriculture industrielle, les moyens d'augmenter les rendements par les engrais, par les OGM, c'est un clin d'œil à l'échelle de l'évolution. C'est un changement très très rapide. Mais pour toutes ces structures du cerveau qui se sont constituées sur des millions d'années, elles ne changent pas. Donc on arrive avec ces contraintes, ces motivations qui viennent de très loin. Et donc quand d'un seul coup on se retrouve par exemple avec la possibilité d'acheter des hamburgers sans limite, les circuits qui nous poussaient à nous alimenter dans la savane du Paléolithique et qui, elles, ne se limitaient pas,
parce qu'il fallait manger le plus possible quand on trouvait. On n'était pas sûr de retrouver une autre proie avant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et bien, ces structures du cerveau sont incapables de se limiter et donc vont manger hamburger après hamburger. Et ça donne les courbes d'obésité qui sont en expansion dans tous les continents de la planète aujourd'hui. En 2019, pour la première fois, l'OMS nous annonçait qu'on mourrait plus des conséquences du surpoids que de la faim dans le monde. Donc, il est passé d'une problématique de rareté à une problématique de l'excès parce que ces circuits fondamentaux du cerveau n'ont pas changé. Et c'est pareil pour la consommation de sexe sur Internet. On est basculé dans l'addiction. On consomme 136 milliards de vidéos pornographiques à l'année aujourd'hui. On ne sait pas s'arrêter. Et c'est pareil pour l'appétence pour le statut social, le pouvoir. Aujourd'hui, Internet, avec les réseaux sociaux, propose à chacun d'augmenter son nombre de likes et d'acquérir un statut social virtuel. Et ça libère de la dopamine, donc on en demande toujours plus. Donc on est esclave finalement de ces circuits ancestraux. Et eux sont quand même pratiquement impossible à déboulonner, donc ils nous poussent quand même à continuer sur les rails qui ont été les nôtres depuis très très longtemps. Et vouloir changer les comportements, ça va supposer de ruser avec ce système. Donc la première chose, c'est de bien le connaître. Il y a un adage qui dit pour vaincre, il faut commencer par bien connaître son ennemi. Là, l'ennemi, il est un peu à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ce moteur de consommation qui en veut toujours plus, parce que c'est une de ses caractéristiques, ce système de récompense, ce striatum. Si on lui donne tous les jours la même dose, il se lasse. Et le seul moyen pour se sentir exister par la dopamine, par le plaisir, c'est d'augmenter les doses. Donc il y a un principe de croissance qui est ancré dans nos gènes depuis l'aube des temps et qui a fait de nous une espèce invasive qui voulait toujours plus de territoire, toujours plus d'outils pour mieux vivre, pour mieux tuer, pour mieux conquérir. Et c'est ce qui nous a réussi. Mais aujourd'hui, on se heurte à une donnée qui est la limite des ressources et la limite de l'espace. Et on est bien embêté parce que ces désirs qui nous viennent du fond des âges, eux, ne veulent pas se fixer de limites. Mais pour me faire l'avocat du diable, puisque vous parliez de regarder l'histoire du temps très très long, l'espèce humaine a toujours été en proie à des très très grandes privations de déplacement, de liberté. Et la fin des famines dans le monde occidental, c'est fin 19e, début 20e. Et aujourd'hui, il y a toujours autant de gens qui ont faim dans le monde, environ 700 à 800 millions de personnes, qu'au début du 21e siècle. On n'a pas encore réussi à surmonter l'ensemble des problèmes matériels d'abondance. Il y a sans doute plus un problème de partage que d'abondance, mais donc il est quand même assez logique que notre cerveau, quelque part, ait envie de se dire que la réalisation du bonheur matériel passe par l'accumulation. Et donc l'idée d'avoir moins, c'est extrêmement contre-intuitif en fait pour nous. Ah, c'est totalement contre-intuitif. Notre cerveau a toujours voulu avoir plus. Il ne faut pas compter sur lui pour se limiter. Je veux dire, l'idée d'avoir moins, ce qui se passe, c'est que on a toujours eu trop peu. Pendant 99% de la durée du temps d'existence de l'humain sur Terre, la réalité, c'était la rareté des ressources. L'être humain a dû s'adapter en fonction de ça. Et s'il n'avait pas un système qui cherchait toujours le maximum possible, on était mort. Donc on s'est adapté à la rareté en compensant la rareté des ressources par un désir très très fort. Et ce qui s'est passé d'assez dramatique, c'est que grâce à l'évolution d'une partie très performante de notre cerveau, qui s'appelle le cortex cérébral, qui a inventé des machines, des technologies, des outils, à un moment donné, il y a eu ce qu'on appelle la révolution industrielle, qui a permis de satisfaire ces désirs sans limite. Et notre drame résulte de la rencontre de ces désirs illimités et d'une technologie qui nous est fournie par notre cortex cérébral. Et on n'a pas été programmé pour s'auto-limiter. Donc, effectivement, comme vous le dites, c'est logique de vouloir continuer. Simplement, ce n'est plus adapté. C'est impossible. Donc, on est devant une contradiction totale. L'être humain, en tant que tel, est une espèce obsolète. Elle est programmé pour vouloir toujours plus dans un monde qui ne peut plus lui donner toujours plus. Donc, que faire? Alors, on peut tirer quand même des pistes à partir de l'analyse de ce fonctionnement cérébral. Alors, il y a une question qui vous arrive. Vous avez commencé à y répondre dans la première plénière, mais ça va être la tension qu'on va aussi aborder avec Christophe et Lionel. C'est survie, plaisir individuel versus des enjeux qui sont collectifs. Comment réussir à concilier le hiatus entre les deux? Est-ce que le fait de réussir à se penser de manière collective, c'est une solution ou ça ajoute encore au problème en fait? Ah non, c'est une solution, bien sûr. Mais il y a une funeste histoire du collectif quand même dans l'histoire de l'Occident moderne. C'est que la puissance du collectif est ce qui a permis en fait l'élaboration de technologies extrêmement performantes. Mais ces technologies, dès le départ, dès le projet de la Renaissance de Descartes, de se rendre comme maître et possesseur de la nature, a été brillamment mis au service en fait de la satisfaction des instincts de l'individu.
Ça a été un sacré programme quand même, qui a très bien marché pendant 3 ou 4 siècles. Mais il y a eu un mésusage du collectif qui a consisté à faire du collectif le bras armé de la satisfaction des désirs individuels. C'est-à-dire que toutes nos inventions qui n'auraient jamais pu être faites par un individu, mais qui ont été faites par des réseaux d'individus, ont été mis au service de la satisfaction de l'individu comme agent de consommation. Alors aujourd'hui, si on veut repenser le collectif au service du collectif, et non plus au service de la technologie qui gave l'individu, il faut revenir, alors, notamment à la dimension du sens, à la dimension du rituel, des visions du monde et de ce qui nourrit notre besoin d'alignement et de logique. Voilà. Et ça, c'est autre chose que la jouissance. On a un circuit de la jouissance qui est celui que je viens de vous décrire par le striatum, et il y a le circuit du sens. Il y a une bifurcation dans notre cerveau, circuit du jouissance versus circuit du sens. Il y a une guerre entre les deux qui est en train de se jouer. Jusqu'à présent, on a donné toutes les armes au circuit de la jouissance. Comment est-ce qu'on peut les retirer ? Donc, c'est la question de que faire du collectif. Réorienter le collectif vers du sens et vers du collectif au sens propre, et non plus vers de la consommation de l'individu dans un système qui a été fait pour lui. Lionel, je vous voyais beaucoup abonder à ce que disait Sébastien. Donc ça vous parle ? Vous voulez peut-être déjà rebondir sur Ouais, non, merci Sébastien. C'est vrai que c'est passionnant et c'est la discussion qu'on avait un peu juste avant. C'est que je pense que chacun d'entre nous, on y croit et on veut y aller. Et c'est ce que j'expliquais. Maintenant, on se met à la place de dire, OK, je suis dirigeant d'une entreprise et comment je mets ça en place ? Parce que c'est ça, je pense que d'adhérer à ça, tout le monde peut dire oui. Enfin, je ne vois pas qui ne peut pas adhérer à cette philosophie. Et après, c'est effectivement de se poser la question de sens. On revient au sens, et ça, c'est clair. Mais de se dire, quand on est dans une société qui a un historique, moi, je prends la mienne, qui fête ses 100 ans cette année, qui a une vraie culture en place, de changer ça. La notion de sens, je pense qu'elle a toujours eu, mais elle change un petit peu. Le côté collectif, il a existé, mais il était quand même très personnel. Et moi, ça me fait rebondir sur, on reprend, mais il y a des dizaines d'années, l'entreprise, c'était vraiment le secteur de l'entreprise, et puis ton privé, il restait en dehors de l'entreprise. Après, le social a commencé à rentrer dans l'entreprise, et on l'a vu, plus de droits pour le salarié, la partie des accès, des droits sociaux, et les patrons qui disaient bon, maintenant je dois m'occuper du social en entreprise, quoi. Oui, et maintenant il y a un nouveau mot qui arrive, c'est le sociétal. Donc le sociétal, c'est quelles sont les valeurs des personnes qui arrivent et qui doivent rentrer dans l'entreprise. Et du coup, c'est un peu tout ce que vous expliquez, mais quelle est l'opportunité ? Parce que pour moi, c'est une vraie opportunité, pas une contrainte, parce que là aussi, on entend en mince, non, tes propres convictions personnelles, tu les laisses chez toi. Et je pense qu'aujourd'hui, on le voit. Et avec le Covid, quand on voit le nombre en France de millions de personnes qui se disent médecins parce qu'ils ont tous un avis sur le Covid, on se dit, voilà, ils ont tous des avis. Donc, ils ont tous des avis sur l'entreprise. Donc, ça, c'est un peu la même chose. Donc, maintenant, c'est comment on s'en sert comme une vraie force. Et ça, c'est pour moi extrêmement important, mais très difficile à canaliser. Et de même de se poser la question, quand vous êtes dans une entreprise, c'est aujourd'hui la montée en puissance des fameux petits, ce que j'appelle moi les irritants sociaux, mais c'est ces petits cailloux dans la chaussure qui sont des toutes petites choses avec lesquelles on a toujours vécu, mais qui aujourd'hui prennent une importance beaucoup plus forte et qui peuvent extrêmement dériver et du coup qui créent un décalage entre ce qu'on veut faire de l'entreprise et le ressenti du salarié. Alors je prends un exemple. Aujourd'hui, ce qui agace beaucoup de collaborateurs dans une entreprise, c'est qu'on se dit on voit le directeur, il présente les résultats, il présente ses résultats, son développement durable, là où il veut aller, c'est super. Mais derrière, moi, ce que je vois, c'est que ma chasse d'eau, elle est en train de fuir, que mon siège à roulettes, il lui manque une roue et que j'ai plus de tapis de souris. Donc, et c'est ça, et faire le parallèle là-dedans, c'est extrêmement pour moi compliqué. Et du coup, sur le pilotage du changement, on va revenir à donner du sens. Et comment donner du sens aujourd'hui ? Je pense qu'il faut revenir sur un réexpliquer, faire réadhérer le salarié, l'impliquer autour d'un système de gouvernance clair qu'on veut mettre en place. Alors, je parle de système de gouvernance, on pourrait dire cadre de référence. Donc, on va revenir à la partie mission. Alors, peut-être pas l'ambition de devenir tous une entreprise à mission, je trouve ça formidable, mais commencer par se dire effectivement c'est quoi la mission de mon entreprise, pour ça c'est quoi la vision que je veux faire autour de ça, la vision de technologie, aujourd'hui c'est le 4.0, on veut faire ça en co-constructif, en collaboratif, et puis après c'est quoi les vraies valeurs que l'entreprise veut mettre en avant, les vrais comportements. Donc on va retravailler sur de l'appartenance à ramener, et puis après comment avec les salariés on travaille pour mettre en place ça sur le terrain. Mais les 3 premières choses que je vous ai données, qui sont pour moi la mission, la vision ou les valeurs qu'on va mettre, ça c'est le rôle du dirigeant. Par contre, après, c'est comment faire fonctionner l'entreprise et ses rituels. Ça, il va falloir le faire et co-construire avec l'ensemble des salariés. Et je pense que si vous ne faites pas ça clairement aujourd'hui,
il va y avoir un problème. Sans cadre de référence, en fait, c'est le salarié aujourd'hui, comme il a ses propres convictions, qui va se créer son propre cadre de référence. Et c'est ça qui va être, je pense, extrêmement compliqué à faire et que moi, personnellement, j'essaye de faire et de mettre en place dans mon entreprise. Mais décrivez-nous un peu, parce qu'on a entendu Pascal Demurger dans la première table ronde expliquer comment effectivement il s'était fait secouer par des organisations syndicales, secouer dans le sens positif du terme. Alors il nous a dit qu'il avait eu recours à une introspection personnelle, à des prestataires extérieurs et qu'en fait finalement il avait fini par déléguer la parole à ses salariés pour faire remonter des besoins. Vous, je sais que vous n'aimez pas le terme d'entreprise libérée, vous n'aimez pas ça, vous considérez plutôt comme une entreprise collaborative, ça veut dire quoi ? Alors effectivement, moi déjà j'ai rejoint cette nouvelle société il y a 1 an seulement. Donc aujourd'hui je parle effectivement de mes convictions et ce que je veux mettre en avant. Effectivement, moi je suis pas un fan de l'entreprise libérée dans le sens où moi je pars du principe, j'ai toujours dit, c'est du collaboratif parce qu'il y a toujours un cadre. Aujourd'hui, pour moi, sans cadre, il ne faut pas rêver, on ne peut pas donner les clés du camion ou de la boutique à l'ensemble des salariés. Donc il faut bien un cadre, ça c'est extrêmement important. Après, tant que je suis dans ce cadre, mes collaborateurs peuvent se balader effectivement comme ils veulent, mais pas individuellement, ça reste un collectif. Et cette histoire de cadre, elle est extrêmement importante. Et à la question, parce que je l'ai souvent eu, est-ce qu'on a le droit de sortir du cadre ? Et souvent on se dit, non, mais si. Mais pour moi, sortir du cadre, ça veut dire par contre se poser les bonnes questions et réunir autour de la table les parties qui travaillent autour de ça, c'est-à-dire le management, la direction, les partenaires sociaux et le salarié bien sûr ou l'ensemble de salariés. Et ça, c'est quelque chose à mettre en place. Et oui, c'est pas évident parce que quand vous arrivez dans une nouvelle société qui a sa culture, je répète, 100 ans dans l'actuel aujourd'hui, c'est pas évident d'arriver. Et en fait, moi, ce que j'ai dit, je suis là pour faire évoluer la société, pas la révolutionner. Et c'est ça. Donc oui, on rencontre des freins, forcément. Et aujourd'hui, moi, ça fait un peu plus de 12 mois maintenant, et j'ai encore énormément de freins, mais je vois évoluer la société, et j'ai envie de retravailler ce socle, parce que la société est formidable. Et j'ai plein d'acteurs et de professionnels, d'experts qui font super bien leur boulot. Et comme vous rappeliez qu'il y a 65 millions d'épidémiologues en France, et tout le monde a pu le voir avec certification Facebook extrêmement efficace, il y a aussi sans doute l'ensemble de vos salariés qui ont une vision sur ce qu'ils voudraient voir advenir de Sifala. Comment est-ce que vous arrivez à faire un peu le tri, pas entre le bon grain et l'ivraie, parce que ça, c'est dans une entreprise de levure, c'est touchy, mais comment est-ce que vous faites le frein entre ce qui est acceptable comme changement envisagé et puis ce qui est de l'ordre, je ne sais pas, l'an dernier, après tout, il y avait une société, lors des trophées Grand Est, qui avait gagné pour son passage à la société à la semaine de 4 jours. Ils avaient fait parler tout le monde et ils l'avaient emporté. Est-ce que vous, par exemple, c'est le genre de changement auquel vous pourriez être ouvert ou si quelqu'un venait vous demander de transformer l'entreprise en scope, est-ce que vous vous fixez des limites sur le changement ? Non, je pense qu'il n'y a pas de limite sur le changement. Et c'est la différence entre l'ambition qu'on se fixe et puis après, il y a le chemin pour y arriver. Et justement, il faut être ambitieux. Donc, là-dessus, mais je pense qu'il ne faut pas oublier les bases qui sont en place et les valeurs qui sont déjà en place et puis l'historique de l'entreprise. C'est ça qui est important. Parce que moi, je peux venir, j'aime bien bousculer, ça c'est sûr, mais il faut faire attention. J'ai toujours une définition, c'est que j'ai beaucoup d'énergie. Oui, mais si vous mettez une locomotive de TGV et des wagons de TER, vous n'allez pas tenir longtemps et puis vous allez vite dérailler. C'est ce que j'aime bien toujours prendre comme exemple. Et c'est exactement ça. Donc le but, ça a été d'essayer de co-construire et de comprendre avec les salariés où on en était. Donc moi, ma première chose, ça a été au bout de 3 mois, sur mon propre rapport d'étonnement. Donc j'ai fait un rapport d'étonnement que j'ai partagé avec l'ensemble des salariés par groupe de travail, et on a fait 24 groupes de travail d'une dizaine de personnes à chaque fois pour échanger sur ce que moi j'ai ressenti, donc ce que je vois pour l'entreprise, où je voudrais l'amener, après de la vision qu'on a pu construire avec mon comité de direction, et après de leur donner la parole en leur disant voilà, là c'est là où on veut aller, maintenant j'aimerais écouter aujourd'hui chacun dans votre métier de me dire ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc atelier assez basique, et à partir de là de construire ensemble. Et on s'est fixé de démarrer un projet qu'on appelle BVE, le bien vivre ensemble. Alors là, c'est pareil, moi je ne vais pas me permettre de parler de bien-être en entreprise, parce que le bien-être c'est très personnel. Par contre, moi je vais essayer de favoriser ce bien vivre ensemble, de créer un environnement qui peut être ouvert et qui peut permettre aux salariés de s'épanouir. Donc, on a commencé des ateliers où, dans chaque département, on essaye de travailler sur une action qui embête le département. Ça peut être ce petit caillou dans la chaussure pour montrer qu'on peut faire changer les choses. Parce que quand je suis arrivé, on m'a dit « Ouais, mais tu verras, moi, des ateliers comme ça, j'en ai déjà fait, on n'a rien vu bouger, c'est toujours comme ça. » Voilà. Donc, comment changer l'humain ? C'est de montrer par l'exemple. Je pense que Sébastien le dit bien aussi dans ses interventions, c'est commencer en tant que dirigeant à donner l'exemple. Et ça, moi, je suis totalement d'accord, quoi. Donc, donner l'exemple aujourd'hui, pour moi, c'est de dire avant tout, je suis un salarié lambda et oui, pour moi, l'exemple, c'est montrer les choses. C'est pas de passe-droit. C'est pas parce que je suis un patron, c'est pas parce que je suis directeur que je peux me permettre des choses. C'est non, montrer par l'exemple, montrer que je suis un humain avant tout et montrer que je dirige avec des émotions. Aujourd'hui, c'est montrer que je ne suis pas parfait, que oui, je veux tenter des choses. Moi, j'ai un de mes comportements que je mets tout le temps en avant, en dehors de la bienveillance et l'exigence qui sont un peu galvaudés aujourd'hui, mais c'est vraiment le courage.
Le courage d'oser dire, le courage d'oser faire. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et on peut se planter. Et même moi, ces 12 derniers mois, j'ai entendu de mes collaborateurs, oh ça, on aurait pu mieux faire. Et bien sûr, et je l'ai dit, et il faut l'avouer. Donc voilà, et je pense que du côté exemplaire, c'est aussi diriger avec ses émotions. Et oser dire, oui, on s'est raté là-dessus, mais regardez, par contre, ça, on a quand même bien réussi. Voilà. Christophe, je vous rassure, on va développer largement, mais je voudrais juste que Sébastien, vous me disiez ce que vous pensez des émotions, parce que dans la première plénière, Pascal Desmurger a fait acte de contrition en rappelant qu'il s'était planté. C'est relativement rare. Je lis beaucoup la presse économique. La plupart des portraits de dirigeants nous montrent des semi-cyborgs qui dorment très peu, qui sont toujours joignables, qui sont toujours constants, et qui toujours cette image du capitaine de bateau qui tient bon pendant la crise et qui sait slalomer entre les icebergs. Est-ce qu'en fait, il faudrait, pour réussir à entraîner ces équipes dans du changement, un peu démythifier ce truc un peu idiot, parce qu'au fond, les dirigeants sont des êtres humains comme les autres. Tout à fait. Alors ça, on a pas mal de recul sur l'effet de ce que les anglo-saxons appellent le disclosure. C'est le moment où on fend l'armure, où on avoue soit à ses salariés, soit même quand on est un thérapeute, à son patient, que soi-même on a vécu les mêmes problèmes, qu'on a traversé des périodes difficiles, qu'on a fait des erreurs. Ça crée de l'adhésion en fait, parce que ça crée le sentiment d'une ressemblance, parce que tout le monde peut se reconnaître dans quelqu'un qui a fait des erreurs, et pas du tout dans quelqu'un qui ne fait pas d'erreurs. Personne ne se reconnaît dans quelqu'un de parfait, à moins de l'être soi-même, ce qui n'arrive jamais. Donc, et ça crée toujours une distance. Alors que le moment où on fend l'armure, c'est un moment de lien, d'empathie. En fait, il y a des phénomènes en miroir qui se produisent. Il y a de la résonance émotionnelle. Il y a parfois même de la compréhension pour la personne, parfois même de la commisération. Enfin, ce sont des choses qui réunissent les gens. Et dans pratiquement tous les cas, ça a des effets bénéfiques. Ce qui empêche les gens, surtout qui sont dans une position hiérarchique supérieure, de jouer ce jeu-là de la sincérité, c'est la peur. C'est la peur de perdre en autorité, en avouant ses faiblesses. Mais c'est un biais cognitif, c'est parce que dans les faits, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est le direct. Oui. Il y a un incident derrière, mais ça a l'air sous contrôle. Qu'est-ce que ce qui se passe en 2020 produit sur nos cerveaux de ce point de vue-là? C'est-à-dire, est-ce que le fait d'être dans une crise exacerbée, de l'incertitude sanitaire, économique, sociale, ça va nous pousser d'autant plus à fendre l'armure? Ou au contraire, est-ce que ça va nous amener à avoir d'autant plus de certitude pour essayer de rassurer des gens qui sont paniqués? On a vu qu'il y avait les deux attitudes. Il y a beaucoup, par exemple, de médecins, puisque tu parlais des épidémiologues, qui disent « je ne sais pas », et au contraire, beaucoup d'autres qui sont beaucoup plus affirmatifs, beaucoup plus catégoriques. Est-ce que vous prenez plutôt l'un ou l'autre ? Je crois que c'est un savant mélange des deux, parce que de la part d'une autorité, qu'elle soit sanitaire, qu'elle soit politique, qu'elle soit garante de l'ordre public, il faut quand même sentir que la personne sait de quoi elle parle et qu'elle ne doute pas trop. C'est la ministre de l'Intérieur qui dit « ouais, je sais pas, j'ai fait beaucoup d'erreurs, là je sais pas quoi faire par rapport au confinement, est-ce qu'il faut faire des contrôles ou pas ?» Là, c'est un facteur de chaos gigantesque. Donc, on attend d'un leader qu'il soit un leader. Donc, ça veut dire qu'il doit quand même avoir une vision et une compétence. Et donc, la compétence, il faut qu'il la montre, et qu'il la montre par l'exemple. D'accord ? Et la vision, il faut qu'il la montre par son discours et par le fait d'y avoir travaillé. Mais si en même temps il rajoute une dose de fragilité, il montre qu'en fait, sa vision et sa compétence, ce n'est pas une posture, mais c'est quelque chose de réel, parce que sinon, il ne se permettrait pas d'avouer une petite faiblesse. C'est comme ça en tant que spectateur, on jauge de la crédibilité de quelqu'un. C'est par la sincérité. Donc, l'aveu de faiblesse est un gage de sincérité, et si derrière, on montre de la compétence et de la foi quand même dans le cap qu'on entend tenir, c'est là qu'on se présente comme un leader. Il y a des études récentes qui sont passionnantes sur la façon dont les gens dans un groupe choisissent leur leader. Ça fait usage d'une technique de mesure de l'activité cérébrale, où on mesure vos ondes cérébrales. Et par exemple, si on forme un groupe tous les quatre, on va avoir tous un casque sur la tête qui va mesurer la façon dont l'activité du cerveau oscille, les ondes électriques. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des couplages entre différents binômes. C'est-à-dire que moi, par exemple, mes ondes vont se mettre en phase avec les vôtres, et on va avoir une synchronisation qui se fait. Et peut-être les vôtres vont se mettre en phase avec les vôtres, et puis il va peut-être y avoir une personne parmi nous quatre qui va arriver à synchroniser ces ondes sur tout le monde.
Et après, quand on fait des questionnaires auprès des gens, on leur demande qui est-ce que vous pensez qui pourrait être le leader dans ce groupe, et ben on voit que c'est la personne qui a réussi à synchroniser ses ondes cérébrales sur toutes les autres. Donc il y a une question d'empathie, il y a une question de façon de montrer l'exemple et d'être au carrefour en fait des attentes des différents membres du groupe. Donc c'est pas forcément par la posture autoritaire pyramidale qu'on obtient ça, c'est par un mélange de plein de choses. Et ça, ça se travaille, et puis il y a un talent inné pour ça aussi. Hein. Alors Christophe, avant de nous parler de la culture du tri, à l'aune de tout ce que vous avez entendu, est-ce que vous fendez l'armure? Est-ce que vous êtes un leader? Est-ce que vous êtes le chef ou est-ce que vous n'êtes pas le chef? Alors là, moi je suis sur une cause. Donc quand on parle de sens, pour moi le geste de tri, le recyclage et l'économie circulaire a du sens. Vous parlez de dopamine. J'espère que ceux qui font le geste de tri, j'en suis même persuadé, libèrent chez eux de la dopamine, parce qu'à partir du moment où on fait le geste d'aller trier, on le voit. J'ai sillonné pendant 4 ans toute la France avec un psychosociologue. Nous avons travaillé sur des conférences auprès des maires pour travailler sur toutes les problématiques de comportement et de propreté. Et un des constats qu'on fait, c'est que il y a plusieurs facteurs qui vont jouer sur le comportement en fonction du geste de tri. Les gens sont plutôt fiers de montrer à leurs voisins, de sortir avec leur sac et d'amener au conteneur pour dire « Regardez, je suis quelqu'un de bien, je fais le geste de tri ». Par contre, celui d'aller déposer, et c'est la problématique qu'on rencontre beaucoup de maires sur le terrain, des déchets sauvages au pied des conteneurs, ça, ils n'en sont pas fiers parce que ça joue sur un phénomène qui est celui du contrôle social. Ça ne vous viendrait pas à l'idée, par exemple, d'aller en maillot de bain à la gare de Strasbourg, et pourtant, cet été, si vous avez pu aller sur la plage, vous y alliez en maillot de bain et ça ne choquait personne. C'est-à-dire qu'on va adapter notre comportement en fonction du regard des autres. Et la problématique qu'on a sur le terrain, c'est que souvent, dès qu'il y a des dépôts, eh bien, les élus vont dire « vous me l'enlevez ». Vous enlevez ce conteneur, les habitants vont avoir un rejet de ces déchets qui sont déposés, ils vont dire « vous m'enlevez ça ». Et souvent, dans les petits villages, on met les conteneurs au bord des départementales ou près du cimetière, on va les cacher. Or, pour que le tri fonctionne, il faut qu'on voit le dispositif, il faut qu'il soit visible, il faut qu'il y en ait suffisamment, il faut qu'on puisse avoir un point près de chez soi, et il faut que ça ait du sens. Et tout ce travail d'expliquer l'intérêt du geste de tri fait que derrière, la population progressivement intègre. Il y a parfois des difficultés, mais j'ai commencé il y a plus de 20 ans dans ce domaine. Quand en soirée on me demandait ce que je faisais comme métier, je disais je travaille dans les déchets et on me regardait avec condescendance. On me disait ah ben mon pauvre, t'as pas de chance. Aujourd'hui je dis je travaille dans le recyclage, tout le monde me dit génial, c'est le métier de l'avenir. Il y a 20 ans les maires, quand je leur parlais de tri, ils me regardaient, ils me disaient c'est bon, on a une décharge. C'est réglé, vous voyez, comme vous parlez dans le bug humain de la simplification, c'est-à-dire c'est simple, je ne veux pas me prendre la tête, j'ai une décharge, c'est bon. Donc les comportements évoluent, mais on a aujourd'hui malheureusement aussi une communication dans les médias, dans les réseaux sociaux, parce qu'on aime faire peur aux gens, de dire ça ne sert à rien de trier, de toute façon votre bac jaune ça va aller, ils vont tout brûler et autres. On recycle 70% des emballages, c'est 3,6 millions de tonnes qui ont été recyclées l'an dernier. Pour le Grand Est, c'est 440 000 tonnes. C'est toute une industrie du recyclage qui est très présente en région Grand Est. Un emballage sur 4 trié par les Français est recyclé en Grand Est et un papier sur 3. On a la plus grosse usine de recyclage de papier en Europe. Donc, donner du sens, c'est essentiel. Mais ce sens, il est fragile parce qu'il y a toujours un doute. Et il y a toujours personne qui cherche à semer ce doute-là, malheureusement. Donc, on a un travail continu pour sensibiliser les habitants. Ah, il y a une question, c'est un marronnier si j'ose dire du recyclage, mais qui dit le tri est solution en bout de chaîne, mais il faudrait réduire les déchets à la source. Oui. Quel est votre avis sur le sujet? Mais bien évidemment, simplement l'emballage, il sert à protéger le produit. On le voit d'ailleurs avec la crise sanitaire. Il y a une enquête qui vient d'être publiée ces jours-ci qui montre que l'emballage, les gens le veulent pour une question de protection du produit. Un industriel ne vend pas un emballage, il vend un produit protégé par un emballage. Et sur certains produits, vous n'avez pas le choix. Ensuite, il y a des évolutions comme le vrac. Mais c'est aussi une question de période, de prise de conscience. Vous avez sur Strasbourg, en 1994, un supermarché qui s'appelait Mammouth,
pour ceux qui s'en souviennent, qui a lancé le vrac en 1994. Il a fait un flop total. Trop tôt. Parce que le consommateur n'était pas prêt. Aujourd'hui, on voit malheureusement avec la crise sanitaire le recul un peu du vrac pour des questions sanitaires pures et dures, qui va revenir parce qu'aujourd'hui, l'éducation, la prise de conscience, des forums comme celui-là font prendre conscience de l'intérêt de changer nos comportements. Mais 89% des Français disent trier, 51% des Français trient systématiquement. Donc le boulot qu'on a, c'est que ce geste soit systématique. Oui. Et que ce n'est pas juste je trie. Mais on est d'accord avec Anaïs, c'est vrai que quand on va sur des pages, il y a une page Facebook qui a énormément de succès qui s'appelle Monsieur Mondialisation, qui relaie régulièrement les emballages les plus absurdes, comme les bananes prédécoupées en morceaux et mises dans un emballage plastique ou des clémentines. C'est-à-dire quand on arrive à dépasser l'ingéniosité de la nature pour mettre du plastique, ça c'est une aberration. Mais... Si le consommateur ne l'achète pas, vous ne l'avez plus en rayon. Il y a 10 ans, on a convaincu un industriel d'enlever le carton autour du tube de dentifrice, qui ne sert à rien. Ce carton, il sert à faire des beaux rayons. Ouais. Il l'a fait. Il a vu ses ventes chuter parce que le consommateur n'était pas prêt. Aujourd'hui, effectivement, ça devient dans l'acte d'achat parce que vous avez des dispositifs aussi qu'on appelle des tarifications incitatives où je paye mes déchets en fonction des quantités de déchets que je vais mettre à la collecte ordures ménagères. Et bien, ça fait prendre conscience aussi des quantités de déchets qu'on génère à travers notre consommation. Et bien sûr, Citeo travaille avec les entreprises sur l'éco-conception pour réduire l'épaisseur de l'emballage ou changer de matériau dans certains cas si derrière on n'a pas de débouché. Alors vous avez une question qui arrive et qui sera aussi pour Sébastien. Quels sont les nudges qui fonctionnent dans le tri des déchets? Mais on peut peut-être regarder une initiative que vous avez prise. Donc là, pour vous qui nous suivez devant vos écrans, vous allez voir quelques diapositives. On va voir une initiative qui s'appelle Culture Tri que vous avez lancée en 2016. Vous pouvez peut-être la commenter? Alors en fait, le constat qu'on fait en centre-ville, c'est qu'on a souvent un rejet des conteneurs, soit par l'aspect, soit par le fait qu'on se plaint du bruit. Et là, nous avons lancé Citeo avec l'Eurométropole en 2015, ce que j'appelle la culture tri. En fait, on travaille avec des artistes sur les conteneurs. Vous pouvez laisser là où il y a tous les conteneurs, ça ira très bien. Et en fait, il y a plusieurs approches qui ont été développées. L'objectif, c'est de changer la vision des conteneurs pour que ce conteneur soit approprié par la population. Et vous avez par exemple en haut à gauche des conteneurs place Gutenberg. Donc là, on travaille sur l'histoire, on donne du sens au message. Vous avez en bas à gauche un conteneur avec Dark Vador qui dit « Je suis ton verre ». Ça, c'était une blague que j'avais avec l'architecte des bâtiments de France et on l'a fait. Il est devant l'UGC, bien sûr. On ne l'a pas mis au pied de la cathédrale. Et en bas à droite, vous avez l'horloge astronomique qui est au pied de la cathédrale. Ensuite, le musée Tomingerer s'est associé. Et vous avez, sous les trois brigands qui est à gauche, un petit cartel qui, sur le conteneur, donne le nom de l'artiste. L'idée, c'est que l'habitant, voyant ce conteneur, voit que c'est une œuvre d'art. Et de cette manière-là, on change la vision des conteneurs et on respecte plus le conteneur. Et pour exemple, c'est aussi une stratégie politique, je ne vais pas vous mentir. Au bout de 6 mois, la vice-présidente de l'Eurométropole, à l'époque Françoise B, me dit « Christophe, c'est un scandale, il y a une école de danse qui a collé une affiche sur le conteneur de Julien Kuntz, je vais leur faire un courrier ». Et je suis en comité de pilotage, il y a tous les techniciens et autres, je dis « Eh ben, tu sais quoi Françoise, ça me fait super plaisir ce que tu me dis ». Et elle me regarde, elle me dit « Mais pourquoi tu me dis ça ?» Mais parce que ça fait des années que tu as des conteneurs dégueulasses et tu n'as jamais fait un seul courrier. Eh bien, ça montre quoi? Ça montre que ces conteneurs deviennent nos conteneurs. Et il y a encore, dans ces exemples, il y en a un où c'est les habitants qui ont donné des photos, et on a mis les photos des habitants. Et là, on retrouve le principe de la photo de mariage. Quand vous rentrez chez vous et que vous recevez la photo de mariage, qu'est-ce que vous regardez en premier? En général, on regarde la tête qu'on a. Ouais, bien sûr. On regarde la tête qu'on a. Eh bien, quand on a donné une photo, on va aller voir au conteneur où est ma photo. Et de cette manière-là, ça ne devient pas leur conteneur, les conteneurs de la ville, mais ça devient notre conteneur. Et de cette manière-là, ils sont respectés. Et ça a été un moyen de remettre des conteneurs au centre-ville. Et pour la boutade, des gens qui se plaignaient des conteneurs pour le bruit, on a remis les mêmes conteneurs, mais décorés par des artistes, dont Tomingerer. Eh bien, ils ne se plaignent plus du bruit. Donc, il y a derrière une appropriation. Il y en a certains, 1 ou 2, qui ont dû être déplacés, mais globalement, il y a plus d'une centaine de conteneurs qui ont été mis en place. Et l'autre stratégie derrière, c'était de ne pas mettre de l'enterré. Ça coûte 10 000 € de plus, un conteneur enterré. Sébastien, je vous vois sourire avec un petit sourire satisfait. C'est la preuve que de faire un détournement par là. Qu'est-ce qui se passe comme ruse du cerveau pour que tout d'un coup, Tommy Ungerer m'encourage à être civique? Oui, le phénomène d'appropriation est essentiel. Moi, je pensais plutôt aux photos et c'est quand même très, très amusant de voir que les gens ne se plaignent plus du bruit. Et c'est vrai que le bruit, c'est un stimulus
qui est perçu subjectivement de façon totalement différente selon que c'est moi qui le fais ou les autres. Vous savez très bien que si les voisins font du bruit, vous ne supportez pas, mais si vous en faites chez vous, vos enfants, vous l'intégrez, c'est pas grave. Et le fait qu'ils soient plus sensibles au bruit du conteneur, c'est évidemment lié au fait qu'ils le considèrent comme le leur et que c'est plus vécu comme une intrusion. C'est très très intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que à travers ce que vous disiez, il y a deux leviers. Il y a le levier du nudge, qui est en fait qui s'adresse de façon inconsciente en fait à notre traitement de l'information. Le nudge, ça manipule en quelque sorte à son insu le consommateur, mais dans le bon sens, pour la bonne cause. Donc ça, c'est très important, ça donne des résultats. Et l'autre approche sur les tubes de dentifrice, je trouve ça aussi très intéressant. Parce que là, c'est plus l'approche du sens qui permet à chacun de se faire une vision logique de la situation. Quand vous dites le dentifrice sans emballage, on va vous expliquer pourquoi il est moins cher. C'est parce qu'en fait, ça se répercute sur le prix à cause du prix de recyclage. Là, l'acheteur peut se faire une vision cohérente en fait de ce qui se passe avec son tube de dentifrice, avec l'emballage, avec le coût de recyclage que ça représente. Et je crois que la capacité à se faire une vision cohérente de la façon dont les différentes matières premières interviennent dans l'environnement, c'est essentiel. Je pense que plus les choses seront expliquées, plus les choses se seront présentées de façon rationnelle, plus les gens pourront passer par-dessus l'habitude de prendre un dentifrice déjà tout emballé dans du carton parce que c'est l'inertie, pour aller vers autre chose. Je dis, ok, je laisse tomber cette habitude parce que j'ai compris qu'il y a une logique. Et je pense qu'on manque encore pas mal de logique et de lisibilité dans les produits qu'on rencontre, notamment en grande surface, et que ça pourrait faire changer beaucoup de choses. Mais vous avez entendu ce qu'a dit Christophe sur le réflexe sanitaire. Je me permets de révéler l'avis hors de ce forum, mais on a dormi dans le même hôtel et ce matin, on nous a apporté des petits déjeuners où nos œufs brouillés étaient protégés par une coque de plastique complètement superfétatoire, mais qui malgré tout, voilà, il y a l'idée que pendant un certain temps, on va devoir avoir des protections non biodégradables en plus. Est-ce que ça risque de durer ou est-ce qu'on va réussir à un moment à s'astreindre et à se dire, bon, ça sert à rien? Il est trop tôt pour le dire, mais je pense qu'on n'a qu'une hâte, c'est que ça s'arrête quand même et qu'on puisse avoir des œufs brouillés sans un petit coque en plastique par-dessus. Et surtout les masques. Les masques, c'est une catastrophe écologique. Et en même temps, c'est vrai que c'est une catastrophe humaine d'un certain point de vue. Donc je pense qu'on n'a qu'une hâte, c'est de retourner à ce qu'il y avait de bon dans l'état antérieur, mais avec plus de modération. Christophe, je vous ai coupé, vous vouliez rebondir sur ce... Oui, en tout cas, c'est sur l'approche du consommateur vis-à-vis de l'emballage, on pourrait faire une journée entière parce qu'il y a vraiment des comportements. Vous savez, souvent, je suis dans des réunions publiques où on me dit il y a trop d'emballage, des choses comme ça. Et puis quand les gens font leurs courses, il y a une certaine schizophrénie du consommateur. C'est-à-dire qu'il y a le discours de dire vous en faites trop ou autre. Et derrière, quand ils font leurs courses, ils regardent le prix. Donc le prix reste toujours le premier critère, et c'est normal dans une société où l'économie est au cœur, bien évidemment, mais la prise de conscience, elle évolue progressivement. On a un peu un coup d'arrêt là avec la situation sanitaire où la priorité est la protection absolue, et heureusement, et les emballages permettent ça. Mais il y a des évolutions en termes de consommation. On avait fait un test, je me souviens, il y a de nombreuses années, où on avait travaillé sur un produit qui était... je crois que c'était un sèche-cheveux. C'était un très gros emballage en couleur bien visible. Et à côté, le même produit, mais avec un emballage éco-conçu au minimum, c'est-à-dire la protection du produit et l'information du consommateur, avec une légère différence de prix, mais le prix n'est pas non plus que sur l'emballage. Eh bien, ça n'avait pas forcément marché parce qu'on était encore dans une société où, quand on veut offrir quelque chose, il faut que ça soit bien grand. Ça veut dire que j'ai dépensé beaucoup d'argent et que je t'aime très fort, donc je prends le plus gros. Sinon, j'ai peur de passer pour un punk parce que j'ai acheté le petit. Et je vous fais le pari que dans 5, 10 ans, ça sera pourquoi tu m'as acheté le gros, tu as vu tous les déchets que ça me génère derrière. Non, tu aurais dû prendre le petit, moi ça me va très bien. Voilà, donc les comportements évoluent, je reste optimiste. En 20 années d'expérience sur le recyclage et sur la gestion des déchets, j'ai vu les comportements changer, même si de temps en temps on peut avoir quelques petits allers-retours. On a des évolutions, mais il reste des segments comme les jouets pour Noël. Les gens veulent voir les jouets, ou comme les parfums. L'emballage joue un rôle très important. Donc là, effectivement, une évolution des comportements va venir dans les années à venir. Mais juste, Pascal Desmurger expliquait que... un représentant d'un syndicat qu'il n'a pas nommé mais qui avait l'air d'être relativement vindicatif lui a dit si tu continues à faire ton boulot comme ça, je n'ai plus d'existence. Et en fait, ça prolonge la question d'Anaïs qui est le tri, la solution en bout de chaîne, mais il faut réduire les déchets à la source.
Est-ce que, pour reprendre ce que disait Sébastien au début, est-ce que vous êtes prêt à décroître, à décroître le volume de recyclage en vous disant en fait on n'en aura plus besoin parce qu'on sera passé sur davantage de circulaire? Oui, mais on est déjà dedans. Votre bouteille en plastique, elle a fait plus de 30% de cure d'amaigrissement. Énormément d'emballages ont réduit leur épaisseur, ont réduit leur poids. Aujourd'hui, l'enjeu qu'on a, il est sur les plastiques. On recycle 29% des emballages plastiques. Et si on regarde les bouteilles et flacons plastiques qui sont dans la consigne de tri, on en recycle 61%. C'est insuffisant. Il faut qu'on recycle plus de plastique. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on lance l'extension des consignes de tri. Vous avez aujourd'hui un Français sur 2 qui est dans une consigne simplifiée. Tous les emballages se trient. Donc on va recycler les pots de yaourt, les barquettes. Ça n'est pas sur tout le territoire. Ça sera d'ici à 2022, normalement. L'ensemble du territoire va basculer dans cette consigne simplifiée. Donc l'emballage, bien sûr, l'industriel, s'il peut supprimer l'emballage, s'il fait du vrac, il y a un intérêt aussi, bien sûr, économique. L'emballage, il a quand même un rôle qui est celui de protéger le produit. Donc on agit sur deux choses, réduire l'épaisseur de cet emballage et aussi le rendre compatible avec le recyclage. Aujourd'hui, il y a un peu plus d'1 million de tonnes d'emballages plastiques chaque année entre les mains des Français. Il y a un quart de ces emballages qui ne sont pas recyclables pour l'instant parce que ce sont souvent des emballages complexe, plusieurs résines ou de l'aluminium avec du plastique. Et ce n'est pas pour le plaisir de prendre un complexe, c'est pour la protection que ça apporte au niveau étanchéité ou UV. Donc on travaille en termes de recherche et développement pour développer des nouveaux packaging qui vont avoir des débouchés derrière en termes de recyclage. Il y a une demande d'information très précise de la part de Valérie qui vous dit: est-ce qu'il existe une étude sur l'impact de la crise sanitaire sur la production de déchets d'emballage? Elle pense à l'augmentation de la vente à emporter et donc à l'augmentation de déchets. Est-ce qu'on a déjà des chiffres? Alors, il y a des chiffres qui viennent de sortir sur une enquête qui montre l'augmentation des emballages pour la protection en termes sanitaires. À ce point-là, poussé à ce point comme elle le souhaite, je ne pense pas. Mais si c'est le cas, je vous transmettrai les infos pour le mettre sur le forum. Bon, adorable. Lionel, en écoutant Christophe parler, ça me fait penser à la question d'écosystème. Vous, ce que vous produisez chez Sifala, ça va profiter à tout un tas d'artisans ou d'industriels différents. Est-ce que vous considérez que justement votre logique de changement de main et d'augmentation de votre responsabilité, c'est de les alerter sur des éco-gestes à employer? Ouais, tout à fait. Mais je pense que c'est assez intéressant. On a tous un rôle à jouer, on le voit là. C'est intéressant de parler des bouts de chaîne et du tri des déchets, de que l'industriel veut produire moins d'emballage. Et c'est vrai, il essaye de le faire. Mais il ne faut pas oublier que l'industriel, et on l'a vu aussi sur votre exemple sur le dentifrice, c'est qu'à un moment donné, lui, il veut vendre. Il veut vendre pour son consommateur. Donc à la fois, c'est une prise de conscience globale et chacun doit jouer le jeu. Et c'est vrai que sur toute la chaîne, il y a le tri au bout, il y a le consommateur au milieu, puis il y a le producteur en amont. Et c'est vrai qu'on doit tous jouer. Donc nous, oui, on a un rôle. Est-ce qu'on a le rôle principal? Je ne sais pas. Moi, honnêtement, je ne pense pas. Est-ce qu'on fait partie en tant que partie prenante forte? Certainement, et c'est sûr. Donc comment on essaye de travailler tous ensemble à donner du sens? Et c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, comment essayer de le faire auprès du consommateur quand vous êtes, parce que vous êtes une société, alors, oui, qui a une taille qui est quand même importante, on est connu sur le marché de la panification, mais est-ce que tout seul on peut tout changer? Je ne crois pas. Par contre, du coup, on va essayer de se raccrocher à des choses. Alors, on commence à se raccrocher en disant oui, on commence à faire des produits bio. Oui, on travaille sur les emballages. Dernièrement, nous, on vient d'être certifié CRC, culture raisonnée contrôlée, et c'est ça qui va nous permettre, je pense, de véhiculer ces messages, de dire que oui, ce qu'on essaye de produire, ouais, c'est pas parfait parce que c'est industriel. Moi, c'est ce que je donnais sur la levure. Je donne un exemple. Oui, on a une industrie. Oui, on fait des déchets. Oui, aussi, sur notre type d'industrie, ça dégage. On parlait du bruit, mais moi, j'ai envie de parler d'odeur. Oui, par exemple, je suis dans une industrie qui peut dégager de l'odeur, loin d'être nocif et point de vue sanitaire zéro, mais par contre, ça peut être désagréable et c'est pareil, c'est un sentiment, voilà. Oui, mais à un moment donné, si on n'avait pas d'industrie, c'est sûr que la levure, on va être franc, chacun peut le faire dans sa cuisine. Hein. C'est pas super compliqué à faire, mais par contre, dans une on l'a beaucoup vu pendant le confinement, d'ailleurs. On l'a vu. Oui, mais je ne sais pas si on faisait le même pain. C'est toujours intéressant et je vous avoue que oui, on l'a vu. Oui, on a essayé justement de se focaliser sur de l'achat de levure et on l'a vu, nous, où nos commandes sur ce fameux petit cube de 42 grammes a explosé x5, x6 sur la demande de la partie grand public. Donc, effectivement, par rapport à ça, c'est que oui, je suis un industriel, derrière, je veux faire des efforts et aujourd'hui, l'industriel, il n'a pas bonne pub parce que justement, il pollue, etc. Mais moi, j'ai envie de dire que moi, le premier, je ne voudrais pas polluer, mais à ce moment donné, reprenons l'exemple du Covid, si chacun, on n'aurait pas produit de levure, je suis désolé, il n'y aurait pas eu de pain en France.
Parce que chaque particulier ne peut pas tenir la consommation globale et la demande. Donc, quelque part, on a besoin de l'industriel, ça c'est certain. Donc, à nous de trouver la bonne... On est tout sur le nouveau raison et donner le sens, et c'est ça qui est important. Mais je pense qu'aujourd'hui, les industriels, on n'est pas bien vus, parce que justement, on pollue, encore une fois. Et je pense que non, il y a plein d'industriels, et moi, tous ceux que je connaisse, on fait plein de belles choses. Donc, c'est comment communiquer, mais là, vous revenez à la phase de comment communiquer sans faire du greenwashing, entre guillemets, et je reviens à ma phase de... Avant de mettre des ruches dans la société, avant de mettre une éolienne sur le toit ou avant d'être pour la Ligue de protection des oiseaux, est-ce que je trie correctement mes déchets sur ma ligne de production? Et ça, c'est le premier aspect. Et je pense qu'il faut jongler avec tout ça, et c'est loin d'être évident sur la notion de sens. Et moi, sur la notion de sens en entreprise, ce qui est aussi extrêmement important, c'est l'aspect, on le dit toujours, le rôle, on parlait de l'exemplarité du dirigeant, mais le rôle des managers. Aujourd'hui, un manager, pour que ça passe, on vient sur donner du sens. Donc donner du sens, c'est expliquer. Mais un manager d'historique, ce qu'il a toujours fait, c'est qu'il a donné des choses, donné des ordres. Et à un moment donné, quelle est la différence? Moi, je dis toujours à mes managers, tu dois donner du sens, mais tu ne dois pas te justifier, parce que ça reste ta responsabilité, tu es manager. Et ça, je pense que c'est la limite qui est extrêmement difficile dans le management aujourd'hui, entre se justifier et donner du sens. Donc, voilà, donc c'est aussi extrêmement difficile, mais moi je pense qu'encore une fois, en dehors de parler avec les sentiments, ce que j'ai dit avant, c'est aussi oser dire les choses. Oui, l'industrie, oui, des fois, ça pollue, oui, ça fait du bruit, oui, ça sent mauvais, mais derrière, il faut regarder pourquoi, à la base, quel est le sens et notamment la raison d'être de l'industrie et ce qu'il y a derrière. Sébastien, qu'est-ce qui se passe sur ces... Je vois que les questions tournent pas mal autour de bout de chaîne, début de chaîne, comment bien faire. Anne-Marie Jean disait, nous maintenant, la priorité à Strasbourg sera donnée, en gros, elle n'a pas cité la loi, mais elle reprenait la loi de 2016 sur la biodiversité qui repose sur un triptyque qui est ERC, éviter, réduire, compenser, mais toujours dans cet ordre. Si je dois faire un nouveau centre commercial, je me demande s'il est vraiment nécessaire et s'il ne l'est pas, je l'évite. Si jamais je dois produire une infrastructure, je vise à réduire son empreinte au maximum et en dernier lieu seulement, à compenser. On voit bien qu'aujourd'hui, un grand nombre de dirigeants commencent par la compensation en disant le vol que vous allez emprunter entre Paris et je ne sais pas quoi sera neutre en carbone parce qu'on a replanté des forêts, etc. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on se ment à soi-même ou est-ce que c'est une petite astuce marketing? La compensation? Oui. C'est quelque chose qui va être tentant pour notre striatum. Il se dit, je peux continuer à faire les choses de la façon qui m'arrange. Lui, il est programmé en grande partie pour faire le moins d'efforts possible. Quand on va chercher des bananes toutes découpées sous du cellophane, c'est le striatum qui dit achète parce que tu n'auras rien à faire. Et quand on se persuade pendant des heures qu'il ne faut plus acheter de bouteilles en plastique et qu'on va chercher son eau minérale, le pack il est tout prêt, on le met. Là, c'est pareil, c'est notre striatum qui nous donne la dopamine, le moindre effort possible. Donc on est quand même parfois très déterminé par ça, parce qu'au moment du passage à l'acte, ça se joue en un quart de seconde, et c'est là que c'est la loi du moindre effort qui décide. Donc si on propose la stratégie de la compensation, lui, il est content. Il se dit, je continue, je vais prendre mon avion, puis je sais qu'il y a quelqu'un derrière qui répare. Et puis parfois, il y a des grands discours aussi scientologiques qui vous disent, ou scientistes, pardon, qui vous disent de toute façon, on trouvera une parade, on trouvera une technologie pour disperser du sulfate d'argent dans l'atmosphère pour réduire le réchauffement climatique. La logique de compensation, vraiment, là, c'est tout ce qu'il faut pour flatter un petit peu notre machine à dopamine. Donc, non, le vrai enjeu pour l'humanité, si elle veut accéder à un stade d'accomplissement plus avancé, ce dont on aura bien besoin, c'est de partir de la première étape, évidemment. Éviter, ça veut dire se restreindre. Éviter, ça veut dire aller contre des impulsions de plaisir immédiat. Et là, j'ai quelque chose qui m'a apporté un rayon de lumière, comme je vous ai entendu, Christophe, quand vous avez dit, il y a 20 ans, je parlais des déchets, on trouvait ça nul, et maintenant, tout le monde dit waouh. Là, c'est vraiment la perspective d'avenir. C'est-à-dire que quand un jeune choisit quel métier il veut faire aujourd'hui, vous leur demandez, vous dites « je veux être influenceur, je veux être machin ». Ils choisissent en fonction de ce qui est désiré, ce qui est désirable, ce que les copains disent, c'est cool. Voilà. Et là, on est en train d'aller vers une société où peut-être ce qui est cool, c'est de travailler dans les déchets. Et où peut-être que la figure de l'influenceur sera remplacée par le trieur de déchets. Non mais ça c'est fondamental parce que notre créateur Stom qui cherche, c'est la loi du moindre effort avec les bananes en rondelles, mais il cherche aussi, surtout, de la valorisation, du statut social. On cherche tous à être valorisés. Et le jour où la norme sociale valorise celui qui travaille dans les déchets, celui qui travaille dans les énergies renouvelables, celui qui travaille dans la sobriété, à ce moment-là, on est dans des nouveaux modèles de désirabilité qui libèrent de la dopamine dans les striatums.
Ça, c'est quelque chose de très très puissant. Alors il semblerait qu'on soit en train peut-être d'aller un petit peu vers là, mais là on a besoin de l'aide aussi de toute l'arsenal des médias pour mettre en prime non plus des footballeurs qui gagnent des millions, mais des trieurs de déchets qui gagnent peut-être beaucoup moins, mais qui sont perçus comme ce qui est cool, ce qui est bien. Voilà. Là, la nature humaine fonctionne comme ça, par mimétisme, par la mimésis du désir, c'est un truc fondamental, quoi. Il y a quand même alors, il y a une question qui arrive là-dessus, mais il y a quand même aussi une question du rôle du politique. Vous parliez du striatum sur le moindre effort. Effectivement, tant qu'on nous donne des lois qui ne sont que dans la compensation, les droits à polluer, qui sont un peu une prolongation des indulgences, puisqu'on parlait du sacré dans la première table, ça risque pas de fonctionner. Il faut avoir davantage de contraintes, on est bien d'accord. Je crois, oui. Oui. Alors, il y a une question qui est ouverte pour vous trois, de Barbara, qui dit « Les comportements ont certes changé depuis 20 ans, mais pas assez vite au regard de l'urgence climatique. » Et c'est un peu ça le paradoxe de l'époque, c'est qu'on n'a jamais autant fait. Pour la transition, les entreprises se réveillent, mais quand même dans la course de vitesse, concédons tous qu'on est largement perdant. Donc comment faire pour accélérer le mouvement? Question ouverte à vous trois. Bon, déjà, la réglementation qui vient d'arriver contre le gaspillage fixe des objectifs qui vont accélérer le mouvement. Déjà, le législateur s'implique fortement. Ensuite, ça me fait sourire, ça me fait penser à une campagne de communication qu'on avait lancée il y a très longtemps en tant qu'éco-emballage qui s'appelait « Les gens en avance trient leurs emballages ». Donc effectivement, elle doit être en avance dans sa posture de vouloir que les choses accélèrent. Mais la législation, plus le travail de terrain, plus la communication via les médias, fait qu'aujourd'hui, le geste avance, mais on a une problématique, c'est la ville. On trie 2 fois moins en ville qu'à la campagne. Pourquoi? Parce qu'en ville, en fait, on n'a pas le même rythme de vie, on n'a pas autant de place, il faut stocker. C'est difficile, c'est toute la problématique avec la culture tri pour faire revenir des conteneurs en centre-ville, c'est qu'il n'y a pas assez de points de collecte dans les centres urbains. Vous avez sur Strasbourg par exemple tout le passage du tramway, c'est difficile, vous ne pouvez pas mettre un conteneur juste à côté, un camion ne peut pas venir vider, donc vous avez des contraintes techniques et vous avez toute cette problématique qui fait qu'aujourd'hui les gens ont tendance à quitter les campagnes pour revenir en ville, même si le phénomène du Covid a fait un peu l'inverse. Si les gens quittent la campagne pour venir habiter en ville et qu'on trie 2 fois plus à la campagne qu'en ville, on ne va pas augmenter nos taux de recyclage en France. Donc on a une vraie problématique qui est celle de trouver des solutions dans les villes. Et c'est ça qui va accélérer les capacités, les quantités triées supplémentaires. Et puis aussi la tarification, le fait de facturer la gestion des déchets en fonction des quantités, responsabilise l'habitant consommateur. Alors sur la conduite du changement, je trouve que c'est une excellente question. On aimerait tous. J'ai envie de revenir à mon TGV en fait. Ouais. C'est que si moi je suis la locomotive et que je vais super vite, je vais quand même dérailler si derrière je vais pas à la bonne vitesse par rapport à mes wagons que j'ai juste derrière. Bien sûr qu'il y a l'envie, c'est sûr, mais je pense qu'on le voit. C'est une inertie qui est monstrueuse. Moi je préfère y aller par petites briques et de se dire construisons les fondamentaux pour y arriver derrière et emmener le maximum de collectifs. Parce que moi je dis toujours, moi tout seul j'ai beaucoup d'énergie, j'ai un gros moteur, mais sans énergie derrière. Et d'énergie verte, je vais arrêter, avant je prenais l'exemple de l'essence, mais on va arrêter là-dessus. Donc sans énergie verte, je ne vais pas pouvoir avancer ou je vais m'arrêter aussi. Donc je vais sprinter très vite, mais je vais très vite m'arrêter aussi. Et c'est là tout le paradoxe de trouver la bonne vitesse pour emmener le maximum de monde. Et ça, je pense que c'est extrêmement compliqué. Alors je pense qu'il faudrait une grosse rupture. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on le vit aujourd'hui. On a un Covid et on se dit, c'est exceptionnel. Mais est-ce que finalement c'est une grosse rupture sur la façon de consommer? Je ne suis pas sûr. Et de se dire, quelle catastrophe il faudrait pour changer? Et c'est ce qu'on dit. Et c'est assez, moi je trouve ça assez fondamental de se redire, on vit aujourd'hui une catastrophe, mais pour ça, est-ce qu'on change? Oui, on a changé beaucoup de choses, oui, on a beaucoup de contraintes, mais fondamentalement, notre manière de consommer, reste la même pour moi. Donc, j'ai pas la réponse malheureusement à la question. Je pense qu'on peut pas tous foncer en même temps, c'est trouver cette bonne vitesse, cette bonne inertie, mais je préfère avancer moins vite, mais emmener un gros collectif. Sébastien, par rapport à cette problématique du changement et d'accélérer, vous m'avez cité une anecdote que je trouvais assez fascinante, qui est qu'en même temps, il faut savoir se hâter de ne pas trop changer et de bien peser le pour et le contre des évolutions positives d'un changement. Vous m'avez dit, à un moment, quand la voiture est arrivée à Paris, ça a été vécu comme un vrai changement écologique merveilleux, parce que ça nous a débarrassé de la pollution chevaline qui fait que les rues de Paris étaient invivables avec des odeurs épouvantables. Et c'est très compliqué, parce qu'aujourd'hui, quand vous dites
il ne faut pas embrasser un changement, je pense à un changement technologique, téléphonique important, où on vous oppose que vous êtes un tenant du modèle Amish. Donc effectivement, ne pas vouloir un changement aujourd'hui, c'est extrêmement déconsidéré. Comment est-ce qu'on fait pour réussir à valoriser cette prise de temps ? Oui, alors l'anecdote, le fait historique de la voiture au début du XXe siècle à Paris, c'était surtout pour illustrer que quand on croit tenir une solution technologique, si on ne se pose pas la question de savoir jusqu'où on l'utilise, de savoir l'auto-limiter, elle devient de nouveau un problème encore plus grand. C'est un petit peu ce qu'on a connu avec l'apparition aussi des mails il y a 20-30 ans. Le papier. Où il fallait prendre du temps pour envoyer des lettres en papier, les décacheter, les tamponner. On se disait, le mail va nous faire gagner un temps fou, et puis il nous a fait gagner un temps fou pendant quelques mois, et puis très vite on s'est retrouvé submergé de mails qui aujourd'hui nous bouffent tout notre temps. Donc ce qui parfois est perçu comme une solution technologique ne l'est qu'à condition de se poser la question des limites qu'on se pose à soi-même dans l'utilisation de cette technologie. Et c'est un de nos gros problèmes. On vit dans la civilisation de la technologie, qui se rue sur chaque innovation dès qu'elle est à portée de main, sans se poser la question jusqu'où on l'utilise. Bon, mais je pense que sur l'urgence d'avancer très vite maintenant, c'est encore une autre question, parce que provoquer un changement très rapide maintenant, ça ne se fera même pas avec des solutions technologiques. Il faudrait aujourd'hui que les citoyens soient capables d'accepter de renoncer à un certain nombre de choses. Les voyages en avion, la viande, les trucs. C'est très vite vu, quoi. On ne peut pas avoir un changement très bref et très rapide dans les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, sans avoir un changement de train de vie massif. Et donc, il faut qu'il y ait quelque part un peu quand même la volonté de la part des citoyens, et il y a quelque part un peu la volonté, mais la question c'est jusqu'où, quoi. C'est quoi le un peu ? Et puis, il faut une offre politique. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment, il y ait une offre à très haut niveau d'un gouvernement qui dise on vous propose maintenant d'aller vers une société où les choses seraient limitées. Mais comment est-ce que vous... des quotas de voyage d'avion, de consommation de viande. Et là, c'est un tel changement que là, ça peut être rapide, mais il faut qu'il y ait les deux. Parce qu'aujourd'hui, quand même... Quand les Russes encouragent le passage des glaciers par la route du Nord grâce à la fonte des icebergs, quand les Chinois construisent une centrale à charbon tous les mois, ils ont un mandat en fait de leur peuple pour ça, c'est que les peuples veulent continuer à consommer, en gros. Oui, mais dans les deux cas précédemment cités, on ne peut pas dire que ce soit des modèles d'ouverture de démocratie. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pu choisir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus tout faire reposer sur le politique. Qui aujourd'hui serait capable de signer pour un gouvernement qui voterait des quotas d'avions, de viande, de tout ça, qui serait OK. Alors j'entends ce que vous dites et je ne sais pas si je voterais pour eux, mais une interrogation que j'ai, c'est que effectivement, si vous me dites il faut manger moins de viande, je le vis comme pouvant être attentatoire à mes libertés, parce que je vais dire que moi-même, je vais réussir à m'autoréguler. En revanche, si je prends un exemple, alors il paraît que ce n'est pas vrai, mais on dit souvent que la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde après les... Bon, si ce n'est pas vrai, en tout cas, ils sont assez hauts dans le classement. Nos armoires comportent entre 2 et 3 fois plus de pièces de vêtements que dans les années 80. Et à ce que je sache, on ne se baladait pas nu à l'époque. Donc là, pour le coup, ce serait une décroissance... choisi, extrêmement simple à mettre en place. Et comment est-ce que vous expliquez que là-dessus, on n'arrive pas à se réfréner ? Parce qu'on n'a pas besoin de tous les vêtements qu'on a aujourd'hui. On était suffisamment vêtis dans les années 80 et on a senti avoir un besoin d'explosion du nombre de vêtements qu'on possède. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que dans les années 80, on mangeait 3 fois par jour. Aujourd'hui, on mange 3 fois par jour, peut-être plus mal, et donc on peut orienter à la marge. Mais sur les vêtements, on pourrait se trouver un consensus. Quand vous avez tout un secteur de l'industrie qui propose des produits nouveaux à l'appel et que vous avez en face une structure du cerveau qui adore la nouveauté et le renouvellement et l'accumulation, vous avez le résultat. D'accord. Donc il y a d'une part la nécessité de la prise de conscience, je pense, de notre part, du fait qu'on a un cerveau qui fonctionne comme ça, et puis de la part aussi des pouvoirs publics de dire, est-ce que, la question se pose avec le Black Friday aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas à un moment dire où on va avec ce truc-là et légiférer ? Alors beaucoup d'entreprises le boycottent, à commencer par la Maïf, Veja et plein d'autres, et c'est louable. J'avais juste une question pour vous, et juste après Lionel, je te prends, mais
Et une question, savoir, est-ce que nos cerveaux ont muté, demande Benoît. Il dit, est-ce que les peuples premiers qui vivaient de manière nettement plus sobre que les Occidentaux aujourd'hui avaient un cerveau différent du nôtre? Est-ce que le sens et le collectif ont réussi à contrer les effets chimiques de la récompense individuelle? Voilà. Question complexe. Le cerveau n'a pas muté, le cerveau humain n'a pas muté depuis à peu près 40 000 ans. Hein, donc non, les peuples premiers, s'ils vivaient dans un autre rapport avec la nature, c'est pour d'autres raisons que des raisons de structure cérébrale. C'est pour des raisons, d'une part, pratiques, parce que nos ancêtres, les Gaulois, ne vivaient pas non plus en pillant la nature, c'est simplement qu'ils n'avaient pas entre les mains une tronçonneuse, un bulldozer, de la dynamite et de quoi forer des puits de pétrole. C'est l'occasion qui fait le larron. C'est souvent parce qu'on est faible et parce que les peuples premiers sont encore dans une situation de maîtrise technologique insuffisante vis-à-vis de l'environnement, qui sont obligés de se reposer sur d'autres systèmes de représentation de l'homme et de la nature. Et c'est pour ça qu'il y a toujours un danger, quand on a un outil de puissance, de savoir dans quelle mesure on peut se dispenser de l'utiliser. Et souvent, les peuples premiers, d'ailleurs, ont été détruits par l'arrivée des technologies, parce qu'ils ont aussi un cerveau qui est porté à la croissance, à la facilité. Mais bon, les cultures, les systèmes de représentation du monde n'étaient pas les mêmes. Il y a aussi une petite différence apparemment quand même qui pourrait tenir à quelques subtiles différences génétiques. Il y a des études notamment sur les Amérindiens, les peuples amérindiens encore aujourd'hui, qui montrent qu'ils ont un gène qui produit un peu plus d'un neurotransmetteur qui s'appelle l'anandamide, qui est un analogue du cannabis naturel et qui produit des niveaux en fait de bien-être naturel un peu plus élevés. Donc peut-être que c'est une pure hypothèse, mais ça a été évoqué par les chercheurs. On peut assez facilement légiférer pour compenser et résulter. Enfin, vous voyez. En étant un peu plus naturellement heureux de vivre, on a peut-être un peu moins besoin d'aller couper des arbres et de remplir sa garde-robe. Mais quand on voit le parcours d'Homo sapiens, c'est d'ailleurs bien décrit dans Sapiens de Harari, ouais. C'est quand même un parcours de destruction et de massacre et d'extinction d'espèces. Mais c'est quand même en grande partie le parcours de la branche d'Homo sapiens. Par rapport à ce que vous avez dit, est-ce que ça veut dire qu'une plus grande consommation de cannabis nous entraînerait à moins consommer de manière générale? Non, l'anandamide, c'est un analogue naturel. Donc non, pas du tout. Là, plutôt, alors là, on entre sur les drogues comme ça, c'est un autre sujet, comme une façon de pallier ça cible aussi les circuits du sens, c'est-à-dire que ça anesthésie notre besoin de sens. Donc là, il faut toujours s'interroger si quand on recourt aux drogues, si c'est pas parce qu'on est dans une crise de sens et un manque de sens aussi dans l'existence. Lionel, je t'ai coupé, tu voulais? Non, c'était pour rebondir sur la question d'avant, mais moi je trouve toujours ça aussi passionnant d'écouter ça, et en fait ça turbine, je pense, dans ma tête, et je me dis ok, c'est génial, mais comment je le mets en place, quoi. C'est vraiment toujours revient à ça sur la conduite du changement. C'est pour pas revenir à la question d'aller trop vite, mais comment on assimile tout ça et on peut le mettre en place. Sur ta question sur la partie vestimentaire et de la garde-robe que tu donnais, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est comme disait Sébastien, c'est aussi la technologie. Aujourd'hui, on a des envies, mais on peut les résoudre tellement vite, quoi. Enfin, aujourd'hui, même un dimanche après-midi, mince, il me manque quelque chose, je le commande, je l'ai le lundi matin dans la boîte aux lettres, quoi. Donc avant, pour revenir, je voulais m'acheter une veste, je devais aller au magasin, ok, là j'ai pas de chance, je peux pas sortir, donc j'y vais pas. Aujourd'hui, je vais sur mon réseau, je clique acheter, et puis j'achète, je l'ai le lendemain. Donc ça m'aide pas non plus. Donc encore une fois, les technologies là-dessus ne nous aident pas, et j'aime bien l'idée de se dire, quand on lance une technologie, il faut bien se poser les questions dès le départ, et du coup, je reviens à ma notion de cadre. Il faudrait se dire, quand on lance une technologie, ne nous donnons là, c'est peut-être le seul moment où tu te donnes ne peut pas se dire, il ne faut pas se donner de limites. Si justement, on lance une technologie, mais donnons-nous des limites. Et quelles sont ces limites? Et ça peut être intéressant à se poser comme question. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on lance des technologies, on va tout de suite chercher ce que ça m'apporte. Et c'est ce que disait Sébastien, à très court terme, mais pas forcément à ce que ça peut engendrer. Donc essayons de mettre des limites. Et pour ça, moi, je rejoins que tout le monde a envie de faire des choses, mais c'est aussi tout en haut où il va commencer à falloir poser des vrais jalons et des vraies règles. Et là, je reviens à se dire, pour faire ça, il faut oser. Il faut oser, une notion de courage, et du coup, il faut être élu. Et est-ce qu'on a envie de se priver des choses? Je pense que c'était la bonne remarque. Moi, je ne suis pas sûr non plus. Alors, il est 12h, qui est donc l'heure où Obélix a faim, et ça veut dire qu'il nous reste 3 minutes avant la fin de l'atelier. Je vais laisser les dernières questions, encore une fois, à la foule. Il y a celle de Caroline qui est comment rester à l'écoute des nouveaux consommateurs. Donc si quelqu'un veut terminer là-dessus, ça peut être un point. Et puis ce paradoxe autour duquel on tourne depuis ce matin, qui est soulevé par Aurore, qui dit la crise du Covid a aussi permis d'accélérer les changements positifs. On l'a bien vu, on en parlait hier avec cette étude de l'Obsoco qui montre qu'il y a beaucoup de Français qui aspirent à décélérer. On pourra peut-être terminer là-dessus. Sébastien, alors Lionel, Christophe, je ne sais pas qui veut prendre la parole là-dessus.
Ouais, peut-être juste, effectivement, moi je pense que la crise va nous aider. Alors oui, on consomme, là pour faire le lien avec les emballages, beaucoup plus de plastique, mais finalement, est-ce que c'est pas plus mal? Parce que c'est de se dire, on sait que cette crise, à un moment donné, elle va s'arrêter, et de dire, on a atteint tellement un pic de consommation que là, il faut freiner, on n'a pas le choix. Et du coup, sur la prise de conscience, moi, je me dis que c'est peut-être une opportunité de se dire, bah oui, on va se dire pendant 1 an, peut-être pendant 2 ans, on aura vraiment surconsommé, et tout le monde l'aura compris, et du coup, bah, drastiquement, on va se dire, on arrête complètement. Ça va peut-être être une opportunité, effectivement là-dessus. Donc je me dis que ce qu'on vit, c'est quand même effectivement une vraie opportunité pour essayer de changer ça. Voilà, et je fais la Christophe, transition. tu partages Oui. l'optimisme? En tout cas, moi, j'ai envie de rappeler aussi que, et vous êtes un industriel, que avant de sortir un produit, un industriel, il l'étudie et il voit si ça répond à l'attente du consommateur. Donc, l'évolution des packaging, elle est aussi liée entre le choix que va faire l'industriel et l'attente en face du consommateur. Donc, tout le travail de sensibilisation pour que évolue la perception du consommateur lorsqu'il fait ses courses. Et puis, vous avez derrière certains phénomènes. Le prix du baril, le prix qui va insuffler ou pas certaines démarches. Aujourd'hui, le monde du recyclage souffre un peu parce que le baril est très bas, donc la matière vierge coûte pas cher. Néanmoins, les industriels ont engagé des démarches pour utiliser du recyclé dans la fabrication de leurs emballages, alors qu'ils pourraient acheter de la matière pas chère. Ils ont fait ce choix-là pour soutenir l'économie du recyclage, mais ça montre une certaine fragilité aussi. C'est que si la matière coûte pas cher, eh bien le recyclage, lui, il a un coût. Il faut collecter, trier, recycler. C'est le travail de Citeo de financer ce dispositif-là. Et enfin, vous avez parlé de dopamine quand les gens font quelque chose de positif. Eh ben, j'espère qu'ils libèrent beaucoup de dopamine quand ils font le geste de tri. Je ne sais pas si ça augmentera leur relation sexuelle après, ça par contre. Mais en tout cas, je suis persuadé que c'est un geste positif et qui libère une image positive lorsqu'on le fait. Et donc, on a un travail encore pour sensibiliser et faire que les gens trient plus. Sébastien, je vous laisse le mot de la fin. Pour changer. Sur la question de l'aspiration à décélérer. Hein. Oui, bah, écoutez, on se rend compte, là, je crois que on commençait à le sentir, hein, que la société qui va vite, qui va toujours plus vite, elle engendre de la souffrance, en fait. Et parfois, on tient le coup, en fait, sur les nerfs. Il y a beaucoup de gens qui sont en surcharge mentale, qui sont en pré-burnout, qui sont obligés de suivre le rythme pour pas être licenciés, pour rester sur le marché du travail. On est tous, quand même, dans cette société, toujours en train d'aller toujours plus vite. Et ça, c'est pas compatible, en fait, avec les rythmes naturels du corps, du cerveau. On est allé trop loin. Et pouvoir décélérer, ça fait parfois un bien fou. C'est dommage que ça se passe dans les conditions en même temps douloureuses, quoi, de devoir rester coincé entre 4 murs. Mais malgré la claustration, on ressent quand même l'espèce de bénéfice qu'il y a du fait d'avoir plus de temps. Donc il faut essayer de visualiser un avenir où on pourrait être plus maître de notre temps et avoir plus de logique dans nos existences. Parce que si l'accélération, la vitesse nous pousse à consommer bêtement, à nous jeter sur le premier produit débile. Et la maîtrise du temps, il faut arriver à visualiser ce monde où on pourrait remettre la main sur le temps et sur tout ce que ça apporte aussi en termes de réveil des sensations. Des études qui ont montré que quand on a le sentiment du temps qui ralentit, on récupère aussi des capacités à être sensible à des parfums discrets, à des jolies musiques plus calmes sur un tempo plus lent. En fait, la saveur de la vie, elle tient souvent à ces détails-là. Et c'est quand on n'y a plus accès qu'on augmente les doses de stimulation forte. Et ces petits détails de la vie qui tiennent à ces choses simples-là peuvent changer la donne, en fait. Parce que c'est ça qui peut nous faire supporter l'existence par un hédonisme discret plutôt que dans l'augmentation et l'accélération. Donc je crois qu'il y aura une grosse prime à celui, au président ou au Premier ministre, qui saura remettre la main sur le temps. Et en orchestrant la vie économique différemment et en concertation avec les acteurs de l'industrie, de l'entreprise, pour que chacun baisse un peu la garde sur les rythmes de vie. Merci beaucoup pour cet éloge de la subtilité. Pour vous qui nous suivez, je vous encourage à lire Éloge de la lenteur du regretté Pierre Sansot qui dépeint très bien ça. Et puis pour finir sur une petite note optimiste, parce que vous étiez tous optimistes, je note que la meilleure vente en librairie dans la rentrée de septembre, c'est Yoga d'Emmanuel Carrère, où il raconte sa retraite silencieuse. Donc je pense que ça en dit long sur l'époque. Merci à toutes et tous. On se retrouve tout à l'heure pour d'autres ateliers. Bon appétit.